Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout est marque reçoit et fait parler toutes les marques. Le marché du prêt-à-porter évolue dans un contexte en forte mutation, marqué par la digitalisation des parcours d'achat, la transformation du retail physique. Face à l'essor du e-commerce, les enseignes repensent leur point de vente pour offrir, bien entendu, une expérience plus immersive et omnicanale. Au centre d'ailleurs de ce sujet, il y a les consommateurs, devenus plus sensibles au prix, à la qualité, à la durabilité, qui exigent d'ailleurs toujours plus de transparence et de réactivité. Mais les acteurs de ce marché doivent désormais conjuguer performance commerciale, innovation et adaptation continue. Autant dire que ce n'est pas simple. Et puis, il y a des marques qui tirent leur épingle du jeu. Aujourd'hui, je reçois justement une très très belle marque française qui a bientôt 50 années d'existence dans le prêt-à-porter féminin, qui compte désormais 175 boutiques en France, en propre ou affiliées. Je veux parler de Sud Express. Comment cette marque s'est-elle transformée au fil des années pour se réinventer, ne pas se faire distancer? Pourquoi cette marque arrive-t-elle à se rendre désirable? A-t-elle une botte secrète? Mystère, ou en tous les cas, on va avoir la réponse. Au micro de Tout est marque, j'accueille Léa Belaïch, sa directrice générale. Bonjour Léa. Bonjour. Et Benjamin Belaïch, son président, directeur général, son frère donc. Bonjour. Salut, merci de nous recevoir. Merci. Comme je le rappelais en introduction, Sud Express a été créé en 1977, donc il y a bientôt 50 ans, fondé par Patrick Belaïch. Quel a été le fondement de cette marque ? Alors l'histoire est drôle parce que notre père Patrick a créé cette belle histoire, donc comme tu le dis, il y a près de 50 ans. Et c'est un peu un accident parce qu'il a raté médecine. Et en ratant médecine, il était amoureux des matières premières, de vêtements, il s'habillait, il était très chic d'après nos grands-mères depuis tout petit. Il avait vraiment une passion pour avoir les pantalons à la bonne taille, à la bonne coupe, le bon ourlet, le beau petit pull en cachemire. Et très naturellement, il s'est dirigé vers ce métier. D'accord. Et donc, on répond aujourd'hui à un fondement de marque, c'est-à-dire la passion, et on devient créateur de vêtements. Exactement. Et ce qui est drôle aujourd'hui, ce qui nous fait sourire avec ma sœur, c'est de voir que toute la passion qu'il a eue pour le produit, puisqu'il a commencé en apprenant le métier sur le tas, donc il avait ses tables de coupe dans son atelier qui était en étage. Et pendant près de 48 ans aujourd'hui, je pense que ce qu'il a réussi à inculquer à ses collaborateurs et à ses enfants, c'est la passion du travail bien fait et du beau produit. Donc il est devenu créateur de vêtements pour les indépendants au départ, et c'est ça, hein, et globalement pour les grands magasins. On n'était pas encore sur la logique d'enseigne telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est ça, je ne me trompe pas ? Complètement, il faisait que du B2B, ouais. Et il vendait en wholesale ses collections. Ses collections. Alors bien entendu, j'ai toujours cette question en début d'émission et qui devient traditionnelle désormais. D'où vient le nom de la marque Sud Express ? Eh bien, il n'y a pas un message ni subliminal, ni marketing pensé derrière, mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, on a un parc qui est avec beaucoup de boutiques qui sont dans le sud de la France. On a une marque qui est solaire. C'est important pour ma sœur aujourd'hui de le traduire dans ses collections, mais elle va mieux en parler que moi. Et en fait, la vraie raison, c'est que notre raison sociale, qui est toujours la même, s'appelle Ginger. La boîte s'appelle Ginger, SAS. Et lorsqu'il a voulu, comme tu l'as dit... Ginger avec un G ou avec un J ? Avec un G. Avec un G. Ouais. Et lorsqu'il a voulu prendre le tournant du retail, comme tu l'as dit, dans les années 90, le nom de Ginger était déjà déposé. Donc il a dû trouver un nom et ce nom lui a parlé, il en est tombé amoureux. Et ça a été important pour lui, en tout cas, de le développer. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça représente beaucoup de valeurs, que ce soit la famille, que ce soit la Méditerranée, que ce soit le sud de la France. Voilà, c'est des choses qui nous parlent. Et aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que nos clientes le ressentent, cet esprit solaire qu'on a, et à l'intérieur, face cachée de notre entreprise, et en boutique, ça se ressent. Donc, première boutique d'ailleurs, 1990 dans le 5e, à Paris. Boulevard Saint-Michel. C'est ça. Ouais. Une trentaine il y a 20 ans. Ouais. Et désormais 175 boutiques. C'est fou. C'est fou, je ne sais pas, mais c'est le bon nombre, en tout cas pour la marque. Oui, ça fait quand même plus d'une dizaine de boutiques si on répartit ça
chaque année, même si ça ne s'est pas fait comme ça, par an. Oui, à peu près. 14 ce dernier trimestre. Quelle a été justement la clé de répartition entre les boutiques en propre et les affiliés dans cette forte croissance ? Nous, dans la mode, généralement, le bon ratio, c'est d'avoir 2/3 de magasins en propre, de succursales, pour 1/3 de partenaires affiliés. Et ce qui fait que le réseau est sain, et notre résilience, c'est que nos partenaires affiliés ne sont pas des profils investisseurs. Ce sont des femmes qui aiment le produit avant tout, qui portent la marque et qui ont décidé de changer de vie et d'ouvrir leur franchise et de se mettre souvent au comptoir de leur boutique. Donc notre plus grand plaisir et ce qui fait une de nos forces, on va dire aujourd'hui, on est des gens très terrain, c'est d'avoir des partenaires qui sont dans leur boutique et avec qui on a la chance de pouvoir parler produits constamment. C'est vrai qu'il y a eu le lapsus. Franchise ou affilié ? Oui. Parce que c'est quand même une grande différence. J'ai reçu Thierry Herbet, qui est le directeur général de Father & Son, qui est un réseau d'affiliés et qui fait vraiment la différence. C'est-à-dire que le stock n'appartient pas à la boutique. C'est quand même fourni par la marque et derrière il y a un reversement. Vous êtes sur ce modèle-là aussi ? Exactement. En fait, ce qui fonctionne depuis maintenant 30 ans dans notre métier, c'est vraiment la commission affiliation. C'est gagnant-gagnant. Et donc, on fournit le stock, on le confie et on touche une commission sur les ventes qui sont effectuées et on récupère tous les invendus en fin de saison. L'avantage du modèle affilié, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on est plus aussi sur une maîtrise du concept de la part de la marque. Complètement. C'est ça L'idée, c'est vraiment de respecter nos codes, notre concept magasin, toute l'image de la marque qu'on essaye de refléter dans nos magasins en propre doit être idem avec nos partenaires. Une maîtrise des stocks, peut-être aussi, oui. Non ? Vous êtes sûrement aussi très regardant sur le sujet. Complètement. Ouais. Ce qui est sympa dans ce modèle, c'est qu'en fait, la cliente ne doit pas faire de distinction entre une succursale et un affilié. Et donc, Léa, qui s'occupe de toute l'image de la boîte, c'est Léa qui fait ses vitrines avec son équipe merchandising. Les vitrines on a des précos qui sont envoyés par email et elles sont imposées à tout le réseau en France. Idem des précos pour le merchandising intérieur. Complètement. C'est un réseau mix, donc on a aussi des succursales qui vous appartiennent ? Oui, près de 110 aujourd'hui. 110 ? Ouais. Oui, c'est un sacré mix en fait entre les deux. Quels sont justement les enseignements qu'on tire quand on a un modèle, on va dire, hybridé ou hybride, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, d'un côté les succursales, de l'autre des affiliés. Il faut garder un socle commun entre les deux. Quels enseignements on en tire justement d'avoir ce modèle qui n'est pas équivalent sur le papier ? Oui, c'est vrai. En fait, une de nos forces dans une boîte qui est familiale, à taille humaine et donc agile, c'est vraiment le respect du partenaire. Et donc, notre but avec une vision, évidemment, qu'on a tous les deux en prenant la boîte de notre père, qui est une vision long terme, elle n'est pas du tout d'aller planter des drapeaux à gauche, à droite. Loin de là, c'est d'avoir le bon partenaire qui colle aux valeurs de la marque. Et moi, pour ma partie, alors étant très axé sur le commerce, je valide chaque emplacement des affiliés avec eux. Et je les accompagne. Donc la franchise est pour le coup est très importante et le respect de la relation, ce qui fait qu'on a des affiliés qui sont chez nous depuis parfois 30 ans, qui ouvrent un deuxième point de vente, un troisième, et de garder les mêmes valeurs qu'on a lorsqu'on développe aussi une succursale. Je pense que la plus grande décorrection, c'est de ne pas aller ouvrir un affilié que j'aurais pas ouvert moi-même en succursale. Voilà, c'est que les valeurs qu'on met sur notre parc font qu'aujourd'hui, sur 175 adresses, on a un parc qui est sain, on n'a pas de boutiques qui sont déficitaires, elles sont toutes profitables, avec un taux moyen qui est quand même élevé, parce qu'on fait gaffe, comme on est une boîte familiale, à nos valeurs locatives, à nos masses salariales évidemment. Et tu me disais, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force ? J'ai un exemple à donner, par exemple le Covid et le déconfinement était un moment important, parce qu'en fait on s'est rendu compte que les consommatrices et nos clientes aimaient consommer la tête tranquille, et plus simplement entre midi et 2 en coup de vent et après 18h la semaine. Et on a un parc en fait qui est assez sain, encore une fois. On a beaucoup de magasins côtiers où la cliente a le temps de se faire plaisir. Également la montagne. Et en revanche, on n'est pas trop centre-court, on n'aime pas trop ça. Je crois que c'est 7 ou 8 points de vente. Donc on est vraiment en cœur de ville, en pied d'immeuble, dans des emplacements numéro 1, avec des formats qui font 60-70 mètres carrés de surface de vente. Donc assez facile à ouvrir finalement quand tu me disais la taille du réseau. Mais une fois que tu as standardisé tout ça, c'est... Malgré la crise des centres-villes ? Alors oui, parce qu'une chance aussi, on connaît bien la France. Moi, je laisse Léa sur la partie artistique et dans son bureau de style, elle a sa vraie valeur ajoutée. Et moi, je parcours près de 200 villes par an depuis 20 ans. Et en fait, on connaît toutes les rues par cœur, les tronçons de rue. Pardon, je te coupe, je précise qu'il connaît chaque prénom de chaque vendeuse de chacun de nos magasins. Et c'est pas une blague. Vraiment. Ouais, il est très terrain. Pour frimer. Et lié à cette expertise, en fin de compte, on a aussi l'utilisation de la data.
Aujourd'hui, on travaille avec des partenaires qui nous donnent des vraies métriques, des vrais KPI par ville, qui nous permettent de ne pas se tromper là où on veut ouvrir. Oui, c'est l'ancien. On parle beaucoup de data aujourd'hui. Moi, je l'ai connu en m'occupant du géomarketing chez Citroën il y a 30 ans, où on faisait déjà du géomarketing avec Infomap à l'époque, voilà, où on faisait des implantations de concessions à côté des McDo. C'était un point de repère. Logique. Oui, on implantait des concessions Citroën à côté des McDonald's. Par contre, il y a un truc qui est super fort sur ce qui vient d'être dit. Enfin, en tous les cas, c'est ce que je pense. Ça veut dire que toi, en tant que PDG de la marque, tu iras installer un point de vente que toi, tu potentiellement ouvrirais toi-même. Complètement. Et je pense que c'est, encore une fois... Oui, ça fait toute la différence, parce qu'il n'y a pas grand monde sur cette planète de la franchise ou du retail qui fonctionne comme ça. Ouais. Qui prend plutôt les droits d'entrée, qui laisse s'implanter les gens et qui adviennent que pourra. Alors ça va te surprendre, mais on ne prend pas de droits d'entrée. En plus. Et non, parce qu'en fait, il faut s'adapter à son temps. On va finir à 500 boutiques à ce niveau-là. Oh non, Voilà. justement. Un rythme maîtrisé. La grande force, je pense, c'est de savoir quel est ton potentiel pour ta marque. Je pense que notre potentiel, c'est autour de 200 points de vente en France, et il n'y en aura pas 10 de plus. Parce qu'à un moment, aucun intérêt d'aller développer des chiffres si tu fais pas tes prévisions. Quel est le bon équilibre, justement? Tout à l'heure, on parlait succursale, affilié. C'est quoi le bon équilibre? C'est 50-50 à terme? Non, le bon équilibre, c'est vraiment 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers en propre. Ouais. Et là, pour finir sur ce sujet-là, il nous reste à peu près 25 points de vente à ouvrir en France et on aura terminé notre maillage. Quelque chose de très calibré. En début d'émission, je l'évoquais, on reviendra après sur la partie opérationnelle, développement, système, collection, bien entendu. Il y a quand même une question qui me tient à cœur, parce que ce n'est pas souvent que je reçois une femme et surtout un frère à côté. Voilà, donc en fait, c'est une histoire de famille, tout ça. C'est quand même assez intéressant. J'évoquais justement que votre père avait créé la marque. Il y a donc une histoire quand même de transmission, une forme de nouvelle génération dirigeante. Est-ce que ça change la direction et surtout la stratégie quand on reprend une marque, une belle marque comme Sud-Express? Alors, ça s'est pas fait du jour au lendemain, cette transmission, bien sûr. Pour ma part, ça fait plus de 10 ans que je travaille aux côtés de notre père et donc avec mon frère également. Benjamin, ça fait 19 ans, c'est ça? Ouais. 19 ans. Donc, la transmission s'est faite sur le long terme. Mon père était très produit. À la fin, une fois qu'il avait délégué à Benjamin, partie plus opérationnelle, donc il était très produit. Moi, ayant une sensibilité produit également, on était très collés les dernières années. Et donc la transmission s'est faite naturellement. Bien sûr. Que ce soit son œil, essayer de comprendre la cliente sud, le produit qui se fait, qui marche bien. Donc ça a pris quelques années. Mais donc l'idée, c'est vraiment de préserver l'héritage de la marque en apportant quelques pièces plus audacieuses, plus modernes. J'aime pas ce terme, mais... C'est une continuité, c'est pas une rupture. Exactement, Ouais. exactement. Ouais, c'est intéressant aussi ça, parce que ça prouve qu'on se repose sur des fondations qui ont été bien établies, c'est ça, mais on modernise, on continue son chemin en fonction de son époque. C'est ça. Et je pense que c'est quand même important qu'on raconte notre petite histoire parce qu'on ne l'a jamais fait. Ouais, moi je trouve que c'est important, Complètement. bien sûr. Mais C'est pour ça que vous êtes là. Entre autres, mais l'histoire familiale, la transmission, personne ne le sait vraiment parce qu'on ne le met pas en avant. Et donc, il y a vraiment plein de choses à faire au niveau marketing, digital, sur toute notre histoire. Même si vous avez encore des choses à faire, mais que vous êtes quand même plutôt dans la catégorie pas mauvais. Ouais, mais en fait, ce qui est très drôle, ce qui est vraiment intéressant dans notre démarche, parce qu'on a passé longtemps dans l'entreprise avant de la reprendre, ça a été une vraie discussion à 3 en fait, en famille, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut vraiment, et on a un père qui a eu 70 ans cette année, qui a travaillé dur pendant 48 ans, et donc qu'est-ce qu'on voulait pour la suite. Et donc, on a trouvé une bonne formule. On a un family office, un petit family office qui est spécialisé dans les transmissions familiales. D'accord. Qui nous a rejoint en minoritaire et qui nous accompagne pendant 5 ans. Ou dans 5 ans, il faut qu'on puisse, en tout cas, le racheter et repasser les AMO à 100% du capital de l'entreprise. Et je trouve important de le dire parce que c'est un élément très fort et un symbole très fort auprès de nos équipes et de nos collaborateurs, de leur dire en fait la famille n'a pas du tout un pied vers la sortie, bien au contraire. Ils prennent un risque, ils s'engagent et ils vont s'endetter pour pouvoir garder l'entreprise. C'est un challenge dans le challenge. Exactement, et c'est un vrai symbole d'héritage vis-à-vis de notre père, parce que on a vu
c'est quelqu'un qui a une enfance difficile, donc on a vu tout son parcours et il s'est battu pour y arriver. Et donc on a ce respect-là, comme disait Léa, de ne pas apporter une révolution, loin de là, de venir régler 2-3 curseurs pour être dans notre temps, dans cette nouvelle génération, et se servir de tout ce qui a été fait. En fait, la marque, elle est, comme tu disais, elle a des bons points. Notre père l'a gérée de façon scolaire. Et nous, aujourd'hui, c'est comment on vient pimper un peu ça dans ce mouvement de génération, en apportant un peu de modernité, un peu plus de visibilité. Nouveau concept boutique, au passage ? Nouveau concept boutique. Léa apporte ses produits parce que même si notre père est un expert dans ce métier du produit à 70 ans et être un homme pour une marque de femme féminine, en tout cas aujourd'hui, Léa qui a 30 ans, elle est connectée, elle vit le produit, elle le porte, elle est à fond là-dedans. Et donc, ce qui nous intéresse et ce qui intéresse les gens, c'est aujourd'hui dans des transmissions familiales, c'est de voir comment la deuxième génération vient un peu disrupter le modèle, parce que c'est ce qui est intéressant. C'est pas seulement de faire pareil, sinon c'est pas drôle. Voilà. Sinon c'est pas drôle, ça on va le retenir. Une injection d'IT, de data, de fidélisation, sous forme de cœur système aussi de tout ce process, parce que bien entendu, j'invite les gens autour de la table et derrière le micro de Toutes tes marques, mais je fais quand même mon enquête. Et je me suis dit, j'ai quand même face à moi, alors notamment Benjamin, j'ai bien écouté une interview, j'ai un peu scanné un peu partout, et je me suis dit, waouh, data fidélisation, Sud-Express, ils ont mis la gomme. J'ai envie de dire pourquoi. Parce que on doit être conscient du monde dans lequel on vit. Le retail et la mode, évidemment, est un secteur chahuté. On voit ce qui se passe depuis malheureusement le Covid pour pas mal d'enseignes du mass market. Clairement. Et je pense que nos 3 points forts, c'est le fait, encore une fois, d'être une entreprise à taille humaine. C'est le fait d'être agile. Bien sûr. Et comment on est agile ? On est agile aujourd'hui grâce aux outils de décision. Et les outils de décision, aujourd'hui, c'est les outils de data qu'on a. Connaissance client, mais pas que. Dans chaque secteur de l'entreprise, on a essayé de mettre des outils d'analyse. Et si je peux donner un petit chiffre très rapide, je crois qu'en 2019, avant Covid, on devait investir 200 000 euros par an en IT. Et aujourd'hui, on a 1,3 million. Donc, on a fait ce choix-là en plein Covid. Et aujourd'hui, ça part. C'est un choix gagnant ? C'est un choix gagnant. C'est-à-dire que le retour sur investissement, vous le percevez déjà ? Oui, complètement. Après, il y a un autre point essentiel qui est le positionnement de la marque, finalement, parce que la marque est bien positionnée. On a un panier moyen qui est accessible auprès de 120-130 euros et pour de la qualité, puisque notre force, c'est tout ce temps et toutes ces années. Mais Léa en parlera mieux que moi tout à l'heure. Mais oui, les outils d'analyse nous permettent en fait de se démarquer des concurrents, parce que on est anti-réunion chez nous. Il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de comité. Que des réunions produits. Et on est une petite cinquantaine. Vous ne faites pas des commissions ? Très rarement. Et on est en fait une petite cinquantaine de personnes au siège, quoi. Très bien. Voilà. C'est assez pragmatique comme réflexion, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que vous êtes les 2 pieds ancrés dans le sol. Je peux me permettre de le dire, j'ai un petit passé dans le retail. Donc on voit bien votre détermination et en même temps votre lucidité. Maintenant, et malgré tout, quand on fait environ 65 millions d'euros de chiffre d'affaires, ma vraie question aussi autour de la marque Sud-Express, c'est quelle est la taille critique pour une marque comme la vôtre en termes de chiffre d'affaires ? C'est dépasser malgré tout les 100 millions très vite, parce que justement entre le maillage globalement à 200 boutiques et une taille de chiffre d'affaires, on passe dans une catégorie supérieure. On a travaillé un business plan qui est conservateur, parce que c'est notre façon de faire depuis toujours. Et donc on a un plan à 5 ans d'aller chercher 100 millions hors taxes. Voilà, on pense que c'est notre taille. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une entreprise saine qui fait 65 millions de chiffres hors taxes, qui sort à peu près 10% d'EBITDA chaque année. Sur un marché très concurrentiel. Sur un marché très concurrentiel. Largement attaqué par de méchants de méchants envahisseurs, non, peut-être, on peut dire ça comme venant ça. de l'Est. Voilà. et donc c'est une boîte qui est saine, qui a peu de dettes et qui gère un bon père de famille. Donc on a fait nos plans, qui ne sont pas des plans sur la comète, mais voilà, dans 5 ans, il faut aller faire 100 millions hors taxes. Avec des investisseurs qui viennent vous renforcer, ou vous restez à la tête vous et vous seul? On reste comme on est, avec ce partenaire minoritaire qui est venu nous rejoindre dans cette transmission familiale. Vous épauler, oui. Et ce qui est sympa, c'est qu'aujourd'hui, on a la structure
en termes RH aussi, pour atteindre notre plan. Donc on n'a pas tellement de révolution à faire, hormis 2-3 points cruciaux quand même dans notre business plan. Et on a bien sûr finir ce que je te disais, le maillage du territoire en France. On a développé l'international parce qu'il faut qu'on passe de 4% à 15% Et du chiffre. c'était justement ma prochaine question. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on parle du territoire, de l'Hexagone. On a compris qu'il y avait une vraie stratégie, très, très fine, très propre. Et en même temps, j'ai envie de dire, demain, l'étranger ou une master franchise, qu'est-ce qui va se passer en définitive pour une marque comme Sud-Express s'il veut maîtriser son destin Notre envie avec ma sœur, c'est d'aller titiller l'export, mais de façon très précise et sécure. C'est pas d'aller chercher de construire des réseaux dans des pays, loin de là. C'est d'aller chercher des capitales européennes avec des flagships. Donc en gros, il faut que dans 5 ans, l'international passe de 4% du chiffre à 15%. La partie digitale, aujourd'hui, ça représente 10% du chiffre de la boîte. Et il faut qu'on atteigne les 20% à terme. Et enfin, et ma sœur en parlera mieux que moi, on a la petite sœur de Sud-Express. On a une marque dans le groupe qui s'appelle les Tricots de Léa. J'ai vu ça. Et pour lequel, alors, je te laisse en parler, Léa. Donc une marque de maille premium, très colorée, très un positionnement très différent de Sud-Express. Et pour le coup, elle existe depuis maintenant 8 ans, uniquement wholesale et online, avec un site internet qui tourne. Mais l'idée, c'est d'aller ouvrir quelques points de vente au retail. Je pense que c'est le bon moment. On a fait nos preuves sur le wholesale et c'est le moment d'aller attaquer l'étape supérieure. Qui peuvent être corner aussi, potentiellement, d'un Sud-Express Non. Non. Pour le coup, c'est très dissocié. D'accord. Vraiment. C'est clair. Là, on ouvre notre premier magasin rue des Rosiers au printemps. Ah, plein centre de Paris. Voilà. Bravo. Avec un beau concept magasin différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais. Donc, on va voir ce que ça donne. Et donc, si ça se passe bien, l'idée, c'est d'en ouvrir une dizaine, une quinzaine dans des belles villes de France, des magasins côtiers. Voilà, essayer de développer le retail sur cette marque qui n'a pas du tout le même panier moyen, le même pouvoir d'achat. Donc on va voir ce que ça donne. Des clients ou clientes, dirons-nous, aussi peut-être un tant soit peu différents. Oui, complètement. Complètement différents. On est très présent par exemple en Belgique et en Allemagne sur le wholesale. Ouais. Et on le voit de nos retours sur le site internet. Donc voilà, et la cliente n'a pas le même âge, n'a pas le même pouvoir d'achat. Il y a vraiment un décalage entre les deux. Et puis de toute façon, c'est l'idée, c'est pas du tout d'avoir un produit, même si je m'occupe de la direction artistique des deux marques, c'est vraiment très différent, deux directions artistiques différentes, deux chemins différents. Justement, on parlait d'Internet, et moi je vais revenir là-dessus, mais de toute façon, on va revenir forcément sur la partie concept après. Une part e-business donc, qui est globalement de 10%, demain qui va forcément augmenter de plus en plus. Est-ce que, au bout d'un moment, il n'y a pas non plus peut-être un point mort à atteindre pour être bon, entre guillemets, entre le physique et le digital? Il faut peut-être aller jusqu'à 20% en digital. Donc, comment ça se passe? Alors, les bons élèves sont autour de 30, dans un positionnement qui est luxe accessible. Hein. Et nous, on vise 20. Voilà. Donc, on a la chance d'avoir, pareil, au niveau omnicanal, d'avoir quasiment tout déployé. On est au 4-5e. Et on voit déjà les résultats, donc c'est assez fort. Et notre credo, c'est de proposer en fait le même message à tous nos points de contact. Oui. Donc si on fait 20%, on aura doublé, donc on sera content. Avec un panier moyen qui va être forcément aussi évolutif, le digital apporte peut-être aussi plus de valeur, non, Complètement. Ouais. Seconde main, on y est, on n'y est pas. Je vous dis ça parce que j'ai reçu en fin d'année 2025 Alexandre Rubin, qui est le président de Petit Bateau, qui a un avis très tranché sur la seconde main, où lui renvoie d'un revers de main désormais le seconde main en disant c'est plus notre métier. C'est pas ça. On a tenté, c'est pas notre métier. Le seconde main, on laisse ça Vinted. Donc c'est aussi une strate et c'est peut-être un discours à entendre. Vous y êtes. Qu'est-ce que vous faites autour de la seconde main? Qu'est-ce que vous en pensez? Vinted en fait est un concurrent pour notre marque, parce que si on s'amusait avec Léa à taper Sud-Express dans la barre de recherche Vinted, et on a 330 000 pièces Sud-Express en vente sur Vinted, donc c'est un vrai concurrent. Et alors nous, on n'a pas voulu laisser tomber le sujet, loin de là. On a mis en place un partenariat avec Foam, qui est l'un des 3 acteurs les plus réputés aujourd'hui dans la seconde main. Donc sur notre site web, on a un onglet qui s'appelle Seconde main, où tu rentres sur un mini-site avec toute une démarche derrière, où la cliente peut rapporter en boutique et sur le web des vêtements Sud-Express contre un bon d'achat.
pour réactiver un peu sur de la nouveauté. Et c'est vraiment important pour nous parce qu'en fait, on parle de durée de vie de nos produits aussi. Eh oui. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous alliez aussi sur un autre pan qui m'a surpris, c'est l'outlet. Ouais. Vous avez une rubrique là-dessus, notamment visible sur votre site internet. Qui n'est pas là tout le temps. Qui n'est pas là tout le temps. Oui. Ah, Non, intéressant. c'est Je suis tombé à un moment où c'était là. C'est la période. C'était la période. Là. D'accord. On vient de finir. Donc, Ouais. Il y a un petit mois, non ? Ah, sûrement. Oui. Je prends mon temps en général quand je prépare. Et c'est vrai que j'étais assez surpris parce que je me suis dit, tiens, peu de marques, justement, tentent de faire ce genre de choses. Pour moi, j'ai une considération, c'est que je trouve que c'est plutôt malin et tactique, encore plus si c'est éphémère. Ouais. Comment vous est venue cette idée d'ailleurs ? Alors, il y a une vraie culture chez nous de la marge. On pilote la marge. La phrase qu'on aime bien avec Léa, c'est marge ou crève. Donc on le dit souvent, mais c'est important parce qu'on ne pilote pas du tout le chiffre d'affaires. On pourrait faire bien plus en termes de chiffres, mais on a cette volonté de piloter la marge et donc on n'est pas du tout... on n'a pas nos collections qui sont inondées sur toutes les plateformes web et autres qu'on peut citer. Donc on a des canaux qui sont simples en fait. Quand les boutiques en fin de saison, affiliées succursales, finissent les soldes et les prix mini, ce qu'on appelle les prix mini, qui sont les prix ronds, qui sont 3 semaines après les soldes. Alors ça part dans nos outlets, parce qu'on a 6 boutiques à outlets sur le réseau. Et à ce moment-là, en fait, on aime bien ouvrir un outlet éphémère qui va durer 15 jours. On le fait 2 fois par an et on propose aussi cet avantage à nos clientes. Voilà. Et on pilote nos stocks très précisément. Pour info, on finit à peu près 5% de résiduel. C'est très faible. C'est très faible. Alors, extrêmement faible. C'est aussi un message, parce que tu peux te retrouver... Tu peux te retrouver à avoir aussi parfois des affiliés qui disent « Tiens, j'ai pas eu assez pour finir les soldes », mais ça vient de notre père depuis toujours, c'est préférer manquer que trop avoir. Quel est justement, on est toujours dans cette logique de produit, de connaissance du client, pour comprendre la marque Sud Express. Quel est le positionnement de la marque alors la cliente, par exemple, on a vraiment toutes sortes de clientes, la mère, la fille, la grand-mère. Pour le coup, je pense qu'elles viennent juste chercher des pièces justes chez nous, féminines, faciles à porter. Donc, je pense qu'on répond vraiment à cette attente. On est sur un profil type, la femme de 30-55 ans ? Non, vraiment. Non, même pas ? Ouais. La cliente n'a pas d'âge. La cliente n'a pas d'âge ? Ouais. Ok. La cliente n'a pas d'âge. C'est la question qui fâche. Alors donc, si la cliente n'a pas d'âge, malgré tout, j'ai quand même une question qui fâche. C'est, je regarde quand même ça, moi, avec mon œil, masculin d'ailleurs, au passage, et je me dis, bon, ça rentre quand même dans une certaine catégorie, mais c'est pas véritablement Gen Z. Ouais. Vous laissez la Gen Z plutôt consommer de l'ultra fast fashion dans ces cas-là ? Je pense qu'on ne se bat pas du tout sur le même terrain et que l'ultra fast fashion répond à un réflexe de prix et d'instantanéité, alors que nous, pour le coup, on répond à un besoin de confiance, des pièces qui durent, qui font du bien, qui complètent une silhouette, une allure. Donc, d'abondance aussi, l'ultra fast fashion, c'est l'abondance. Complètement. C'est un peu le forfait illimité. On prend un forfait téléphonique, je fais le parallèle, on prend un forfait téléphonique à 200 gigas, même si on n'en utilise que 10 par mois, mais ça rassure. C'est un peu ça. Ouais, mais c'est un vrai problème culturel par rapport à une marque comme la vôtre. C'est-à-dire que vous misez davantage sur la qualité que sur l'abondance. Oui, et j'ai un chiffre qu'on peut te partager là-dessus, c'est qu'en fait, en l'espace des 3 dernières années, en fait, on a fait plus 30% de chiffre d'affaires avec la même quantité produite de stock. Et donc, il y a un vrai pilotage de la démarque. Et donc, on ne rentre pas dans cette folie d'opération, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est passé quand même de 40 millions à 65 en ayant fabriqué le même nombre de pièces par an. Parce qu'on fabrique à peu près 1 million de pièces par an. On n'a pas plus fabriqué pour le chiffre. En revanche, il y a un énorme pilotage de la stratégie au fil de la saison. Et ce qu'on peut dire d'autre, c'est que... Avec un renouveau, je me tourne vers Léa, mais avec un renouveau des collections qui joue beaucoup en cette faveur. Complètement. Ouais. Je pense que les pièces plus audacieuses, on en parlera après. Des séries limitées ? Mais voilà, on fait quelques séries limitées et co-création avec des personnes qui collent à la marque. Donc vous faites des collabs ? Voilà. Avec des influenceuses, même des sous forme de co-branding. capsules. Ouais. Et également avec des marques, mais vraiment l'idée, c'est pas de faire du bruit, c'est de faire des choses qui collent
avec l'héritage de la marque. Justement, faire des collabs, alors on rentre dans le sujet, faire des collabs pour une marque comme Sud-Express, c'est devenu incontournable ? C'est dans notre stratégie, en tout cas, de développement. Pour moi... Qu'est-ce que ça apporte de plus pour une marque comme Sud-Express ? On se rend plus visible, désirable et audible auprès d'une cliente qui peut-être n'était pas notre cliente. On fait découvrir la marque, on raconte notre histoire, on montre ce qu'on sait faire. C'est pas une mise en danger supplémentaire ? Non, parce que vraiment, cette stratégie, en fait, elle fait partie de la reprise de l'entreprise. Ouais. En fait, notre vraie volonté, c'est de dire, OK, la marque existe depuis 48 ans. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de clientes encore qui ne les connaissent pas, parce que c'est une marque qui a été discrète et sage. Comment Léa et moi, on vient dans ce changement de génération pour rendre la marque plus visible. Donc, il y a tous les éléments que tu connais. Il y a les collabs, il y a l'influence, il y a les flagships, il y a le concept. Et donc, on a une vraie volonté là-dessus. Quand tu parlais de Gen Z, par exemple, nous, ce qu'on entend avec Léa, parce qu'on a revu, évidemment, en termes de reprise, quand on a repris l'entreprise, on a refait une plateforme de marque, évidemment. Et ce qu'on entend dans tous les sens depuis toujours, c'est « Ah oui, je connaissais, ma mère, elle s'habillait, je lui piquais des pièces. » Et ça, c'est pas que tu l'entends un peu, c'est que tu l'entends partout et aux quatre coins de la France. Donc, comment tu te sers de ça ? En tout cas, pour envoyer un vrai message. Et un petit exemple du moment, on arrive, Léa a eu l'idée, en fait, de réussir à toucher des influenceuses par un fil rouge qui est en fait dans l'émotionnel, comme nous, notre histoire de famille, et de dire, bah tiens, tu nous plais en termes d'influence, tu connais notre image, mais on a envie que tu puisses faire un duo avec ta maman, avec des pièces qui se prêtent dans les deux sens. Et donc on a un vrai message sympa et on a de très 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 belles choses qui vont arriver. Complètement. Et donc du coup, on co-crée une capsule de pièces qui colle avec la mère et la fille, qui colle vraiment... aux deux, et on l'a fait avec une influenceuse qui vraiment colle à la marque, qui a du sens, et ça s'est très bien passé. On en fait encore une autre prochainement. Donc l'idée, c'est garder un fil rouge et de travailler, collaborer uniquement avec des gens qui collent à la marque. Vous racontez plus que des histoires qui sont liées aussi aux produits, parce que j'ai suivi depuis quelques semaines aussi les portraits que vous faites sur les femmes. En marque employeur sur les femmes. Et j'ai trouvé ça extrêmement fin et intéressant de valoriser aussi sous forme de marque employeur les profils qui sont les intervenants du quotidien de votre marque au sein même de votre structure. Mais ça, c'est juste la parenthèse. Je reviens sur la partie produit qui était intéressante. Léa, tu travailles justement sur la partie collection. Par contre, côté production, on est sur du Made in France, pas du Made in France. C'est impossible de produire maintenant en France parce que globalement, on est plus compétitif. Alors, on ne produit pas du tout en France, pour être très transparent. Notre production est faite principalement dans le bassin méditerranéen et en Asie. Notre volonté, c'est vraiment de travailler avec des ateliers qui ont un vrai savoir-faire et surtout la confiance avec des personnes qui ont travaillé avec notre père depuis 30 ans pour assurer... la qualité. On parle aussi souvent du Portugal aussi, quelquefois on arrive à... Complètement. On reçoit des marques qui travaillent pas mal avec le Portugal. Surtout sur le jean, tout ce qui est denim, coton, on travaille beaucoup avec le Portugal. L'Italie, la Tunisie, le Maroc, un peu partout. Ça reste assez proche. Oui. Mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir une relation de confiance avec nos fournisseurs. Notre père a réussi à la maintenir et à la créer depuis tant d'années. Donc, principalement, on a gardé nos fournisseurs historiques. Et à côté de ça, le Made in France, évidemment, c'est un sujet important, c'est dans notre tête, mais le sujet principal, c'est garantir la qualité à un bon prix à notre cliente. Et c'est vrai que c'est compliqué de trouver les partenaires à un prix qui colle compliqué de cocher toutes les cases. Voilà, exactement. Oui. Et derrière, tout à l'heure, et je rebondis, je fais un petit clin d'œil à votre directrice marketing qui était rentrée en contact avec moi, Déborah. Justement, vous avez structuré, je rebondis là-dessus, vous avez structuré aussi cette image, mis en place un marketing. Quel est le rôle justement de l'aspect marketing ? Quels sont les assets de marque justement qui sont utilisés au quotidien pour embellir cette marque Sud-Express ? Ce qui est passionnant dans cette reprise, c'est pas la continuité, c'est comment on raconte notre histoire. Dans le retail et dans la mode, beaucoup racontent beaucoup de choses, parfois bullshit. Et nous, je pense qu'on fait quand même pas mal de choses et on ne savait pas trop comment le raconter. C'est comment on se sert en tout cas de notre histoire qui est réelle, qui est sincère, avec beaucoup d'émotions, parce qu'en plus,
Je t'enverrai avec plaisir un lien sur la soirée de passage de flambeau de Patrick à ses enfants, et c'était une soirée avec 200 personnes chargées d'émotions. Mais au-delà de ça, voilà, c'est comment on vient raconter tout simplement ce qu'on fait, avec beaucoup d'honnêteté. On a une vraie démarche RSE et on ne sait pas comment le communiquer, donc l'équipe marketing arrive pour mettre en place tout ça, mais également toute la partie influence, visibilité, concept, événements, mise en avant d'une nouvelle collection, de thématiques, revoir nos ambiances en vitrine. Donc on en revient à la base, c'est comment, en reprenant la boîte avec ma sœur, on donne un peu plus de visibilité et de désirabilité à la marque, qui est déjà installée, qui fonctionne et qui est dans le vert depuis 48 ans. C'est pas du hasard. Donc c'est facile quand tu veux disrupter des choses quand ça ne fonctionne pas, mais quand ça fonctionne, c'est très difficile. Oui. Donc l'idée, c'est d'apporter notre patte, quoi. Oui. Quelle est la strate aussi, ou en tous les cas, quelles sont peut-être vos appétences, je dirais, vis-à-vis des réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Très clairement, aujourd'hui, si on fait plus du live shopping ou si on vend pas en direct via les réseaux sociaux, on se fait vite distancer. Vous avez justement une strate là-dessus, vous y allez de plein pied? Alors, évidemment, ça fait partie intégrante de notre stratégie pour la marque. C'est au cœur de notre génération. C'est vrai que notre père a 70 ans. Les réseaux sociaux, bon, il est sur Instagram. Il l'a appelé Amstramgram pendant quelques mois à l'ouverture d'Instagram. Mais donc, c'est pas son truc. Et nous, pour le coup, on est connectés. C'est au cœur de notre génération. Donc, on a envie de faire plein de choses, mais on a envie de les faire bien. Comme je te disais tout à l'heure, l'idée, c'est pas de faire du bruit. Donc, on a fait un vrai plan avec Déborah pour la stratégie influence. Et donc, ça passe par des co-créations, des capsules, comme je te disais tout à l'heure. Mais et les shootings photos aussi, parce que j'ai vu de très beaux visuels. Je suis un peu déformé. Autant qu'ils te plaisent. Moi, je suis un peu déformé, donc je regarde. Tu parles d'IA ? Ouais, je regarde ce genre de choses. J'ai beaucoup d'attention par rapport à ça, et c'est pas du tout pour vous passer de la pommade, mais en termes de visuel, j'ai trouvé que c'était plutôt haut de gamme. Vraiment, on essaie d'avoir une vraie cohérence avec le côté solaire, authentique, bien vu. Féminin qu'on essaie de mettre dans nos magasins. Ce qui est génial, c'est que Léa, aujourd'hui, qui est à la source, en amont du produit, en fait, elle arrive ça a beaucoup de cohérence, parce qu'elle déroule jusqu'à l'aval, et surtout ce qu'elle imagine et ce qu'elle a envie. Donc c'est super, ça. Et vous utilisez beaucoup l'IA, d'ailleurs, l'IA générative, ou pas du tout? Alors, on est une entreprise qui sait vivre avec son temps. Donc, on le teste, on l'utilise, mais l'idée, c'est pas de passer full IA et d'être à 100% IA, mais de garder des vrais shootings par saison, parce que le produit est réel et il n'y a pas plus juste que ça. Donc, pour le porter de la cliente, je pense que c'est vraiment important. Mais l'idée, c'est plutôt d'aller soulager nos équipes, de développer plus de contenu par rapport à ce qui a déjà été fait en réel. Donc, on le fait, on le teste, on développe de l'IA, mais plus en continuité. En continuité. On arrive déjà à la fin de l'émission, parce que ça passe extrêmement vite. Par contre, je vais vous proposer une nouvelle rubrique qu'on a mis en place il y a quelques temps. C'est un portrait chinois de la marque, et donc un portrait chinois de la marque Sud Express. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Si Sud Express était une musique. Alors je dirais un morceau lumineux, élégant, d'accord, qui reste en tête sans s'imposer, une mélodie solaire. D'accord, ok. Le Sud, par exemple, de Nino Ferrer. Bravo. Enfin, quoique. Sud Express, si Sud Express était une stratégie. Je dirais la cohérence partout. Voilà, d'avoir un produit qui est bien représenté sur tous nos points de contact. Et bien sûr l'image, l'expérience et le lien avec notre client. Ah, ça c'est précis. Si Sud Express était une histoire. Facile. Une histoire de transmission vivante. Si Sud Express était un nombre. 200 ? Comme 200 boutiques ? On va dire 1977 pour la création et nos racines. Bien vu. Si Sud Express était un monde imaginaire. Très dur. Un monde imaginaire. Ah non, j'ai perdu ? Non. Je peux y aller ? On va continuer. Une maison ouverte sur la lumière, où on pourrait toucher les matières, où tout serait un peu surréaliste. Alors plus difficile, on va aller sur la dernière phase du portrait chinois. Si Sud Express était une marque alimentaire. Eh bien, on pense à
un produit qui nous est cher, évidemment par rapport au Sud, c'est l'huile d'olive de Méditerranée. Parce que c'est simple, c'est chaleureux et c'est essentiel, avec une pointe d'agrumes pour la lumière et tout notre challenge. C'est poétique en plus. Chez Sud Express, ils sont poétiques. Merci Léa, Benjamin. C'était une émission qui a été d'ailleurs orchestrée, hein, je souligne, par la directrice marketing Déborah Mazzucato, qui est à la tête aussi de ce marketing et donc qui avait pris son téléphone en disant je pense qu'on peut faire une super émission. Bah oui, elle s'est pas trompée. C'est pas trompé. Avant de se quitter, je vais quand même rappeler 2 adresses de site internet, sudexpress.fr et puis aussi le secondemain.sudexpress.fr, hein, puisque c'est bien de l'indiquer aussi. Je pense que c'est un autre pan de l'activité. Moi, je vais remercier toutes celles et ceux qui nous écoutent. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux sur l'ensemble des plateformes, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube Podcast notamment. Et sinon, je vous dis à très vite. Merci. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.